Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre en partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi, en partie parce qu'il me faut pour expliquer cette crainte entrer dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec toi sans poids, tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète parce que même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. À tes yeux, la chose est toujours présentée très simplement, du moins pour ce que tu en dis chaque fois devant moi et devant beaucoup d'autres, sans distinction. Ton point de vue est en gros celui-ci. Toute ta vie, tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi surtout. J'ai mené en conséquence une vie de pacha. J'ai eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais. J'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude. Tu connais la gratitude des enfants, mais tu aurais tout de même attendu ici ou là un geste dans ta direction, un signe de sympathie, au lieu de quoi je n'ai cessé depuis toujours de me cacher de toi pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués, dans des idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert. Je ne suis jamais venu près de toi au temple. Je ne t'ai jamais rendu visite à Franzensbad. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille. Je ne me suis jamais intéressé au magasin ni à tes autres affaires. Je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber. J'ai soutenu Hotla dans son entêtement. Je me suis... Enfin, alors que je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre. Je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reproches rien en vérité de proprement inconvenant ou méchant, à l'exception, peut-être, de mon dernier projet de mariage, mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude, et cela tu me le reproches comme si j'en étais coupable, comme si j'avais pu, disons, en redressant la barre, donner un autre cours aux choses alors qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité, à moins que ce ne soit dans la trop grande bonté dont tu as fait preuve envers moi, cette façon que tu as de présenter les choses. Je n'y souscris que dans la mesure où moi non plus je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre. Mais cette non-culpabilité est aussi la mienne, tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte. Non pas à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais il y a une sorte de paix. Sinon à la cessation, du moins un relâchement de tes incessants reproches, naturellement. Tu as curieusement une certaine intuition de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit il y a quelque temps, je t'ai toujours bien aimé, même si extérieurement je ne me suis pas conduit avec toi comme d'autres pères le font, pour la bonne raison que je ne sais pas simuler comme d'autres hors pères. Je n'ai jamais globalement mis en doute ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme injuste. Tu ne sais pas simuler, c'est juste, mais affirmer pour cette seule raison que les autres pères sont des simulateurs et soit pur ergotage. Il n'y a plus lieu de discuter. Soit, et c'est de cela, je pense qu'il s'agit vraiment traduit en termes voilés, le fait que quelque chose ne va pas entre nous et que tu as contribué, mais sans être coupable, si c'est cela que tu penses vraiment. Alors nous sommes d'accord, naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu, ce serait très exagéré. J'ai moi-même tendance à faire selon ces exagérations. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet. Ni Robert Kafka, ni Karl Hermann, mais tout autre cependant que je ne suis, nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour patron, pour grand-père, et même avec plus d'hésitation déjà pour beau-père. Mais comme père, précisément, tu étais trop fort pour moi, d'autant que mes frères étaient morts en bas âge, que les sœurs sont venues bien plus tard et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc. C'est pourquoi j'étais beaucoup trop faible comparé nous tous les deux. Moi, pour faire très court à la vie avec un certain fond Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon Lovie, plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente et souvent n'agit plus du tout. Toi, en revanche, un vrai Kafka, par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, l'éloquence, le contentement de soi, la hauteur en toute chose, la connaissance des hommes, la présence d'esprit, une certaine largeur de vue, avec naturellement tous les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités, et dans lesquelles te précipite ton tempérament et tes brusques colères. Kafka, tu ne l'es peut-être pas tout à fait dans ta manière générale de devoir, pour autant que je puisse te comparer à mes oncles Philippe, Ludwig et Henrik. C'est curieux, là non plus je ne vois pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous plus gais, plus alertes, plus détendus, plus sociables, moins sévères que toi. En cela d'ailleurs j'ai beaucoup hérité de toi, et beaucoup trop bien géré l'héritage sans, il est vrai, posséder dans mon caractère les contrepoids nécessaires dont tu disposes. Mais d'un autre côté, tu as probablement connu aussi des périodes différentes sous ce rapport. Tu étais peut-être plus gai avant que tes enfants, moi le premier, ne te déçoivent et ne t'accablent à la maison. En effet, quand il y avait des étrangers, tu étais un autre. Il se peut de même que tu sois redevenu plus gai, maintenant que tes petits-enfants et ton gendre t'apportent un peu de cette chaleur que tes propres enfants, à part Vali, peut-être ne pouvaient te donner quoi qu'il en soit. Nous étions si différents, et dans cette différence si dangereux l'un pour l'autre, qui s'est dit d'aventure, on avait voulu calculer à l'avance comment moi, l'enfant qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre. On aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser et qu'il ne resterait rien de moi. Or, ce n'est pas que ce qu'il s'est produit. Le vivant ne se laisse pas calculer, mais il s'est produit pire peut-être en disant cela. Je te demande encore et toujours de garder à l'esprit que pas un instant je ne crois à une culpabilité de ta part. Tu ne pouvais agir sur moi autrement que tu ne l'as fait. Seulement tu dois cesser de voir une méchanceté particulière de ma part dans le fait que j'ai succombé à cette action. J'étais un enfant craintif. Je n'en étais pas moins têtu comme le sont les enfants. Il est certain aussi que mère me gâtait. Mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener. Je ne peux pas croire qu'avec un mot gentil, un bon regard, en me prenant simplement par la main, on eût pu obtenir de moi tout ce qu'on voulait. Or, tu es bien, au fond, un être bon et tendre, ce qui suit n'y contredira pas. Je ne parle ici que de l'apparence sous laquelle tu exerçais ton action sur moi. Mais tous les enfants n'ont pas la persévérance et l'intrépidité de chercher aussi longtemps qu'il faut pour trouver la bonté. Je ne sais t'y prendre avec un enfant en restant l'homme que tu es, donc en recourant à la force, au bruit et à la colère. Ce qui, dans mon cas, te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux.
Je ne peux évidemment pas décrire aujourd'hui tes méthodes d'éducation au cours de mes toutes premières années, mais je peux assez bien me les représenter en les déduisant de ce que j'ai connu plus tard. Et de la manière dont tu traites Félix. À quoi s'ajoutent ces circonstances aggravantes que tu étais plus jeune à l'époque, donc plus vif, plus emporté, plus spontané, encore moins soucieux des autres qu'aujourd'hui, totalement pris en outre par le magasin, c'est à peine si tu pouvais te montrer à moi une fois par jour et tu me faisais alors une impression d'autant plus profonde qui ne risquait guère de se muer en une plate habitude. De mes premières années, je n'ai le souvenir direct que d'un incident. Tu t'en souviens peut-être aussi, c'était une nuit. Je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour embêter le monde et pour me distraire. Comme les menaces, pourtant sévères et répétées n'y faisaient rien. Tu finis par me sortir du lit et tu me portas jusqu'à la véranda où tu me laissas seul un moment debout en chemise devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que ce fut une erreur, peut-être n'y avait-il vraiment pas d'autre moyen à l'époque de dormir en paix. Je veux simplement, en évoquant ce fait, caractériser tes méthodes d'éducation et l'action qu'elles ont exercée sur moi. La leçon, sans doute, me rendit plus docile, mais intérieurement, elle me porta préjudice. Telle est ma nature que je n'ai jamais pu établir le lien exact entre le fait, pour moi, absolument normal de demander de l'eau sans avoir soif, c'est celui particulièrement horrible d'être porté dehors. Des années après, j'étais encore torturé à la pensée que ce géant, mon père, la dernière instance, était capable, presque sans raison, de venir la nuit me sortir du lit pour me porter sur la véranda et que j'étais donc un tel rien. Pour lui, ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment de nullité qui si souvent me domine et qui peut-être aussi à certains égards un sentiment noble et fécond, tient pour beaucoup à ton influence. J'aurais eu besoin qu'on m'encourage un peu, qu'on me témoigne un peu de gentillesse, qu'on dégage un peu le chemin devant moi, au lieu de quoi tu me le barrais. Dans l'intention, certes louable, de m'en faire prendre un autre, mais pour lequel je n'étais pas fait. Tu me félicitais, par exemple, quand je marchais au pas et saluais comme il faut, mais je n'étais pas un futur soldat. Tu me félicitais, de même, quand je me forçais à manger beaucoup, qui plus est en buvant de la bière, ou bien quand j'étais capable de reprendre des chansons que je ne comprenais pas, ou de répéter, comme un perroquet, tes expressions favorites, mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. Il est significatif qu'aujourd'hui encore, tu ne m'encourages vraiment que lorsque tu es toi-même mis en cause, quand il y va de ton amour-propre, soit que je l'ai blessé avec mon dernier projet de mariage, par exemple, soit qu'il ait été blessé à travers moi. Par exemple, quand Peppa m'insulte, alors oui, tu m'encourages, tu me rappelles au sentiment de ma valeur, puis tu m'énumères les parties auxquelles je serais en droit de prétendre. Mais outre le fait que j'ai atteint un âge où l'on est guère plus sensible aux encouragements, à quoi pourrait-il me servir s'il ne s'exprime que lorsque je ne suis pas au premier chef concerné? C'est autrefois que j'aurais eu besoin d'être encouragé. Et en toutes circonstances, j'étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens de ces jours à l'école de natation, nous nous déshabillions ensemble dans une cabine, moi maigre, faible, le corps étroit, toi grand, fort, large. Dans la cabine, déjà, je me faisais un effet lamentable, non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions pour aller vers les gens, moi te tenant la main, petit squelette flageolant, pieds nus sur les planches, paralysé par la peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de la nage que dans une louable intention, mais de fait, à ma grande honte, tu faisais et refaisais inlassablement devant moi. Alors j'étais très désespéré, et à de tels moments, tous les déboires que j'essuyais dans tous les domaines se répondaient en moi dans une harmonie grandiose. Là où je me sentais encore le mieux, c'est quand parfois tu te déshabillais le premier, que je pouvais rester seul dans la cabine, repoussant la honte de mon apparition publique jusqu'au moment où tu venais voir ce que je faisais, et où tu me poussais dehors. Je t'étais reconnaissant de ne pas sembler remarquer ma détresse. Aussi bien étais-je fier du corps de mon père. Cette différence subsiste, d'ailleurs, aujourd'hui, encore, entre nous, inchangée. Ah, cela faisait écho ta souveraineté intellectuelle. Tu t'étais élevé seul à la force du poignet, d'où cette confiance illimitée que tu affichais dans ta propre opinion. Encore la chose n'était-elle pas aussi aveuglante pour l'enfant d'alors qu'elle le devint plus tard pour le jeune homme presque adulte. De ton fauteuil, tu gouvernais le monde. Ton opinion était la bonne, tout autre était démente, extravagante, cinglée, anormale. Si grande était ta confiance en toi que tu pouvais manquer à la plus élémentaire logique sans pour autant cesser d'avoir raison. Il pouvait arriver aussi que sur un sujet donné, tu n'aies pas d'opinion du tout. Il s'ensuivait que les diverses opinions susceptibles d'être émises sur le sujet étaient toutes sans exception nécessairement fausses. Tu étais capable, par exemple, de vitupérer contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs. Et ça, non seulement à propos de détails, mais à propos de tout. Si bien que pour finir, il ne restait plus personne en dehors de toi. Tu as acquis à mes yeux cette dimension énigmatique qu'ont tous les tyrans, dont la raison fait autorité en vertu d'un droit fondé sur leur personne et non sur la pensée, c'est du moins ce qu'il me semblait. Et le fait, tes raisons l'emportaient sur les miennes plus souvent qu'à leur tour, ce qui se comprenait aisément dans la conversation, car nous allions rarement jusqu'à la conversation, mais qui était vrai aussi dans la réalité. Cependant, il n'avait là non plus rien de spécialement incompréhensible, ma pensée s'exerçait tout entière sous ta lourde pression, même dans les cas où elle n'était pas en accord avec la tienne, et particulièrement dans ceux-là.
Toutes ces idées, en apparence indépendantes de toi, étaient d'emblée grevées par son jugement, par ton jugement négatif. Supporter un tel poids, sans renoncer à développer, puis à défendre son idée jusqu'au bout était presque impossible. Et je ne parle pas ici de je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être rempli, d'en parler une fois rentré à la maison. La réponse était un soupir d'ironie, un hochement de tête, un tapotement de doigts sur la table. J'ai déjà vu beaucoup mieux. Ou bien, si tu crois que j'ai la tête à ça, ou bien c'est à moi que tu viens dire ça, ou bien ça te fait une belle jambe, ou bien en voilà un événement. Bien entendu, on ne pouvait pas exiger que tu t'enthousiasmes pour des bagatelles d'enfants alors que tu vivais dans la peine et le souci. Là non plus n'était pas le problème. Le problème était plutôt que tu ne pouvais t'empêcher de ménager régulièrement et systématiquement des déceptions de ce genre à l'enfant, en vertu de ton caractère opposé au sien, que cette opposition ensuite ne cessait de s'aggraver par accumulation de matériaux au point qu'il en finit par devenir une habitude. Elle se manifestait même lorsque par hasard tu étais de mon avis, enfin, que s'agissant de toi, dont la personne faisait autorité en tout. Ces déceptions de l'enfant n'étaient pas de celles que réserve la vie ordinaire, mais touchaient droit au cœur. Le courage